Rétro Brésil, troisième épisode, avec le régime militaire qui a forcément dirigé le Brésil d'une main de fer, on s'en doute. Ça a duré à peu près de 64 à 85. Oui, nous en étions restés hier à la création vraiment extraordinaire de Brasilia, sortie de terre en 1000 jours sous la présidence de Juscelino Kubitschek. Brasilia qui était un symbole de l'émergence du Brésil et capitale qui se voulait démocratique dans son urbanisme même. Eh bien, la démocratie ne va pas tenir très longtemps après l'inauguration de Brasilia. Après Kubitschek, se sont succédés plusieurs gouvernements, plus ou moins populistes, aux prises avec une situation financière explosive. Le dernier en date, présidé par un certain João Goulart, surnommé Django, une sorte de Perón brésilien, populiste et démagogue, va précipiter la crise. Alors il y a bien un certain nombre de mouvements sociaux et de grèves en ce temps-là, mais on ne peut pas dire que le pays était dans une situation insurrectionnelle. En tout cas, il n'existe pas en 1964 de mouvement d'opposition armée. Et dans ce cas, comment les militaires justifient-ils ce coup d'État ? D'abord par quelques maladresses et provocations du gouvernement Goulart qui froisse les États-Unis en établissant des relations amicales avec Moscou et en refusant de condamner Cuba. Un populisme de gauche qui rappelle un peu celui de Chavez aujourd'hui. Et ça, Washington n'aime pas du tout. Les États-Unis, qui craignent une contagion communiste du cône sud-américain, vont entamer au Brésil leur politique de containment et de soutien à des régimes militaires qui vont sévir dans pratiquement toute l'Amérique latine. Au Brésil, où il n'y a à ce moment-là ni guérilla ni mouvement armé, le coup d'État est expliqué comme une réponse préventive à une guerre révolutionnaire virtuelle et presque sans effusion de sang et avec le soutien des milieux conservateurs, de la société et de la hiérarchie de l'Église catholique. L'armée prend le pouvoir en quelques jours et le maréchal Castelo Branco devient président de la République. Se suit une série de mises au pas des mouvements sociaux, de limitation des droits démocratiques. Les militaires créent même deux partis fantoches, le parti du pouvoir et le parti d'opposition. Les anciens dirigeants, comme Kubitschek, sont privés de leurs droits civiques. Écoutez cet élément d'archive de 1966 de notre correspondant de l'époque, Henri Janière. La violence des récents incidents de Rio de Janeiro amène les observateurs étrangers à se pencher à nouveau sur la situation actuelle de l'immense échiquier sud-américain, incontestablement influencé par l'action politico-sociale des deux gouvernements militaires au pouvoir, l'un à Brasilia, l'autre à Buenos Aires. Au Brésil, je dois immédiatement le souligner, l'opposition au régime du maréchal Castelo Branco, exaspérée par l'approche d'élections sans votants, est fermement soutenue par le secteur progressiste de l'épiscopat du nord-est brésilien depuis que le président des confréries catholiques de Rio a déclaré publiquement « Entre la croix et l'épée, nous choisirons toujours la croix », tandis qu'un dominicain, Monseigneur Paltuno, affirmait « Certaines structures du régime constituent de véritables violences devant lesquelles l'Église ne peut pas rester muette. » Aujourd'hui, depuis le Brésil, on a un son un petit peu meilleur. Enfin, j'espère en tout cas. Un régime militaire qui va tenir le pays pendant quand même 20 ans. Oui, mais un régime qui va constamment se justifier par une croisade idéologique ultra-conservatrice et anticommuniste, développant une doctrine, celle de la sécurité nationale, s'appuyant sur les mouvements conservateurs et l'aile droite de l'Église catholique, alors que le clergé progressiste, tout le monde se souvient de Dom Helder Camara, va se rapprocher de la gauche et des mouvements sociaux qui n'ont jamais cessé au Brésil durant ces 20 ans. Cet enracinement idéologique profond, propre au Brésil, va permettre au régime militaire de durer. La dictature militaire, il faut bien le dire, a été plus, entre guillemets, soft, comme on dirait aujourd'hui, qu'au Chili ou en Argentine, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sang sur les mains. La répression a parfois été féroce, la torture systématique pour les opposants arrêtés, mais on estime entre 300 et 400 seulement, toujours entre guillemets, le nombre des victimes aurait disparu en 20 ans. La particularité aussi du régime militaire brésilien, outre sa construction idéologique, c'est son absence de leader, pas de Pinochet ou de Varela au Brésil, et une volonté de légaliser le régime sous couvert de pseudo-institutions démocratiques. Et tout ça finit par se terminer, oui, mais comment ? Eh bien, un peu comme cela avait commencé, je dirais un peu virtuellement, la dictature s'est délitée d'elle-même dès la fin des années 70. Après une période d'euphorie économique va succéder une dramatique crise financière. Le régime prend des mesures drastiques imposées par le FMI et il est contraint de se libéraliser politiquement. La loi d'amnistie est votée en 1979, les exilés rentrent au pays et le multipartisme rétabli. Les militaires rendent définitivement les armes en 1980
1985, après une longue période de transition libérale. Mais c'est long, 20 ans. Et pendant ce temps, de 1964 à 1985, la population brésilienne va passer de 80 à 132 millions d'habitants, dont 70% résident désormais en ville. 20 ans, c'est une profonde mutation économique, l'émergence d'un géant, mais aussi de profondes inégalités. Dans les années 80, 10% des propriétaires terriens contrôlaient 80% des terres. Des écarts sociaux gigantesques, une dette énorme. Le Brésil, qui sort de la dictature militaire, est un géant fracturé et blessé, mais prêt pour une formidable déboulée sur la scène économique mondiale. Le régime militaire a profondément marqué le Brésil, parce que cela n'a pas été seulement un régime autoritaire, qu'il s'est construit sur une identité nationale très forte. Le régime a aussi parfaitement utilisé le triomphe du football brésilien dès sa prise de pouvoir et jusqu'au bout. Ainsi, à l'apogée du régime militaire en 1970, la victoire du Brésil à la Coupe du Monde au Mexique est l'objet d'une formidable campagne de propagande politique autour de l'image, bien malgré lui, de Pelé, et autour de ce slogan « Personne ne retient ce pays, le Brésil, aimez-le ou quittez-le ». Oh, la jolie transition. Est-ce que vous ne viendriez pas nous parler de Pelé demain, Jean-Marc Béguin? Et oui, je vais venir vous parler de Pelé demain, mais on va parler également un petit bouquin pour partir. petit, mais cette fois un peu plus petit, gros. Plus gros que l'autre fois. Bon. Oui, c'est l'histoire du Brésil de Bartolomé Benassar et Richard Marin, que l'on trouve maintenant en livre de poche pluriel. C'est 700 et quelques pages, petit caractère. Mais c'est un bon début pour entrer dans l'histoire de ce pays, Yann. Merci Jean-Marc Béguin. À demain. À noter aussi que la dictature militaire a interdit la pratique de la samba. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. On vérifiera ça avec Martinho Davila qu'on reçoit dans un petit instant.